donc Véronique Dezaguer. Elle est spécialiste des enjeux de gestion des milieux aquatiques et des politiques publiques de l'eau depuis plus de 15 ans. Et aujourd'hui, elle est chef de service du SAGE et du contrat rivière au syndicat mixte de Durance, le SMAVD. Et elle va nous développer les enjeux du partage de l'eau sur le territoire durancien, que nous avons un petit peu évoqué d'ailleurs ce matin à grande ligne. Véronique, merci beaucoup. Voilà, donc moi je vais aussi essayer de parler des enjeux d'adaptation et de changement climatique sur le sujet du coup de la Durance et sur le sujet de la ressource en eau de la Durance. Alors déjà, le syndicat de la Durance, c'est une collectivité qui travaille sur des enjeux à la fois de prévention des inondations, de préservation des milieux, d'aménagement aussi, de valorisation des espaces de bord de rivière, mais aussi justement des sujets d'adaptation au changement climatique et de ressources en eau. J'ai choisi on est sur un colloque autour des paysages, donc j'ai choisi en introduction cette magnifique photo qui est d'un photographe qui s'appelle Camille Moirinck, d'ailleurs qui a fait une exposition magnifique sur la Durance. Je vous invite à la découvrir. Et voilà, et juste pour vous dire que cette belle image, elle est prise juste à côté d'ici, près de la confluence entre la Durance et le Rhône. Donc déjà, quand on parle de ressources en eau du territoire durancien, alors il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées au cours de ce colloque déjà, mais déjà, c'est peut-être important de se redire de quoi on parle quand on parle de cette ressource en eau. Donc évidemment, on parle de la ressource de l'eau qui coule dans les rivières. Donc la pluie tombe, l'eau petit à petit est drainée et arrive jusqu'aux rivières. Et donc on parle de ce grand bassin versant qui est le bassin versant de la Durance, donc qui fait 14 000 km² et qui est un territoire qui draine une vingtaine d'affluents qui font plus de 100 km². Voilà, c'est un territoire important sur lequel effectivement il y a beaucoup d'eau qui s'écoule. Quand on parle de la ressource en eau du territoire, on parle aussi, on l'a un peu évoqué ça a été un peu évoqué dans les débats ce matin, on parle aussi justement de la ressource qui est stockée sous forme de neige. Et sur la Durance, ça a été évoqué un petit peu ce matin, cette ressource stockée sous forme de neige, elle est particulièrement importante parce que sur un climat qui est un climat méditerranéen où justement on manque d'eau en été, ces stocks de neige, justement, c'est de l'eau qui vient alimenter les rivières et les aménagements en été et qui constitue un réservoir important. Quand on parle de la ressource en eau du territoire, on ne peut pas en parler sans parler des aménagements, ça a été évoqué ce matin. Donc on parle forcément des réservoirs. Donc il y a deux grands réservoirs, deux grands barrages qui sont sur le territoire du bassin versant de la Durance, Serponçon et sur le Verdon Sainte-Croix, qui à eux deux réunissent plus de 2 milliards de mètres cubes d'eau. Et puis on parle aussi des canaux. Alors les canaux sur le territoire, il y a aussi déjà des discussions autour des enjeux de ces canaux, mais les canaux sur le territoire, c'est effectivement un enjeu important de distribution de l'eau. On a un canal un canal majeur sur ce territoire, c'est le canal EDF, donc il fait plus de 250 km et il détourne depuis Serponçon jusqu'à Malmort, il détourne presque 90 à 95% de l'eau de la Durance. Dans cet aménagement. Et puis, on a aussi énormément de canaux, alors là, souvent plus vieux. L'historique a été abordé, je crois, autour dans les présentations précédentes. On a un patrimoine de canaux pour notamment aujourd'hui l'usage agricole qui est très important et qui vient exporter une large partie de l'eau de ce bassin versant vers le territoire régional. Et donc, du coup, on a cette presque plus de 60% de l'eau du bassin versant qui est exportée pour alimenter la plaine de Crau, pour alimenter l'irrigation dans le Vaucluse, pour alimenter aussi des enjeux sur l'ensemble du territoire régional. Et puis, quand on parle de la ressource en eau, on parle aussi, et celle-ci, d'une eau qui se voit moins, de cette eau qui s'infiltre et qui vient alimenter les nappes.
Donc du coup, on a une alimentation. Alors là, on a pris l'exemple de la nappe de la Durance, de la nappe alluviale de la Durance, qui vient alimenter de l'ordre de 250 millions de mètres cubes par an la ressource en eau, et qui est effectivement une ressource importante et un patrimoine important à préserver, même s'il n'est pas visible dans le paysage. C'est une ressource qui est stratégique par rapport aux enjeux à venir et aux différents usages. Et cette eau, du coup, ce patrimoine important, à quoi il sert? Il sert déjà au paysage, justement, qu'on a sur l'ensemble de nos territoires. Il sert évidemment à une biodiversité exceptionnelle. Et sur le territoire durancien, on a la chance d'avoir un patrimoine écologique exceptionnel. On a, par exemple, plus de 300 espèces d'oiseaux, je crois, sur 350 existantes en France ou quelque chose comme ça. On a 30% du territoire qui est classé Natura 2000. Donc ces enjeux de biodiversité, ils sont particulièrement importants et ils sont à regarder aussi lorsqu'on regarde les enjeux économiques. Et ça, ces enjeux économiques, ils sont très importants. Ils sont notamment ces enjeux socio-économiques, donc avec un enjeu social d'alimentation en eau potable, avec plus de 3 millions de personnes qui sont alimentées par l'eau de la Durance. Et puis des enjeux économiques importants liés à cette eau qui est productrice de richesse. On a réalisé une étude socio-économique qui a permis de mettre quelques chiffres sur cette richesse. Les chiffres sont assez impressionnants. La valeur ajoutée du territoire qui est alimenté par l'eau de la Durance est de l'ordre de 100 milliards d'euros par an. Et l'analyse socio-économique qui a été menée montre que près de 10% de cette valeur ajoutée est vulnérable à une baisse de la ressource en eau. Les champs d'activité qui sont vulnérables à cette baisse de la ressource en eau, c'est essentiellement l'hydroélectricité. Évidemment, ça a été aussi évoqué lors des discussions précédentes. On a un aménagement, Durance-Verdon, qui a une capacité de générer l'hydroélectricité, qui a une importance par rapport aux enjeux énergétiques à venir, aux énergies renouvelables, parce que justement, c'est une infrastructure qui est capable de mobiliser très rapidement, en moins de 10 minutes, l'équivalent de 2 tranches nucléaires. Donc c'est un enjeu important pour ces enjeux économiques, mais aussi tous les sujets de mixte énergétique. On a aussi cet enjeu important lié à l'agriculture. Alors là, on n'a pas tous les mêmes chiffres, mais la donnée qu'on a est de 80 000 hectares de terres irriguées par les eaux de la Durance. L'enjeu aussi qui a été mis en avant dans cette étude, c'est l'enjeu économique lié à l'industrie. On a une activité économique importante qui nécessite de l'eau de qualité autour de l'étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône notamment, avec l'industrie de pointe. Et du coup, un enjeu économique important derrière cette qualité des eaux. Et puis un enjeu touristique, ça a aussi été évoqué ce matin, notamment avec Serre-Ponçon notamment. Alors, ces enjeux de partage de l'eau, évidemment, c'est des enjeux qui sont déjà aujourd'hui, et même depuis toujours. Ils sont importants parce qu'on est sur un territoire où il y a une forte variabilité à la fois entre les années. On a de l'ordre, selon les années, de 3 milliards à 6 milliards de mètres cubes produits par la Durance elle-même. Et puis, selon les saisons, et là, du coup, c'est vraiment cette culture méditerranéenne de l'eau qui est là depuis longtemps sur notre territoire et qui a déjà été évoquée, qui est déjà en place. Et puis, ces enjeux de partage de l'eau, ils ne sont pas nouveaux. Effectivement, ce matin a été évoqué les conflits qui datent de la fin du 19e siècle, des guerres de l'eau à l'époque, qui ont mené notamment à ce que l'infrastructure Durance-Verdon soit réfléchie en prévoyant cette réserve agricole de 200 millions de mètres cubes qui permet de sécuriser l'eau en été pour l'agriculture de base Durance. Et puis, l'enjeu pour demain, on a une tension accrue à l'avenir sur les milieux et les usages. Ce matin a été évoquée une étude qui s'appelle R2D2, qui a été publiée en 2014 et qui permet de conclure qu'on a justement cette ressource en eau avec effectivement une baisse de la ressource en eau, alors qui n'est pas égale partout sur le territoire, mais de l'ordre de 10 à 20% de la ressource en eau, mais qui montre essentiellement aussi
que ce qui va impacter beaucoup notre territoire, c'est que la diminution des stocks de neige. Et effectivement, cette diminution des stocks de neige va influencer les débits en été des cours d'eau et va influencer effectivement la gestion de réservoirs comme Serre-Ponçon, dont justement EDF travaille pour la gestion de ce réservoir essentiellement sur cette donnée-là, c'est-à-dire quelle est cette eau stockée sous forme de neige qui est disponible, et c'est une ressource essentielle pour notre territoire. Et puis, ce que conclut aussi l'étude et les modélisations climatiques qui sont encore affinées depuis, c'est qu'on aura des étiages sans doute plus longs, avec une période de fonte précoce de la neige. Et donc, du coup, là où aujourd'hui, on a un pic de fonte, je crois, qui est plutôt vers le mois d'avril-mai, il va être avancé de plusieurs mois. Je crois que c'est à peu près 2 mois dans les dernières projections. Et donc, du coup, sans doute, une saison estivale sur laquelle on va devoir gérer la pénurie pendant plus longtemps et de manière plus sévère. Donc, effectivement, ces tensions, l'étude R2D2 parlait de tensions sur la réserve agricole près d'une année sur 4, et ceci dans des scénarios de projection qui sont à discuter. Donc, les enjeux de partage de l'eau demain. Alors, comment répondre à cette question de la disponibilité de l'eau en 2050 ? Évidemment, on a des incertitudes selon les scénarios de changement climatique sur l'évolution de la ressource. Donc, on peut travailler justement on travaille avec des chercheurs sur ces modèles climatiques et sur l'évolution de la ressource. Mais l'incertitude la plus grande est comment le territoire va s'adapter. Quelles vont être les évolutions des consommations, les évolutions de ces enjeux socio-économiques, et puis quelles mesures d'adaptation vont être mises en place. Donc du coup, pour répondre à cette question-là, on a aussi besoin d'objectiver toute la complexité qui a été évoquée déjà à plusieurs reprises entre les usages et les milieux. Évidemment, si on prend les volumes d'eau consommés par l'agriculture, c'est très important. Mais qu'est-ce que c'est ces consommations ? Quelle est la part consommée ? Quelle est la part qui retourne à la nappe ? Quelle est la part qui retourne à la rivière ? Tout ça, il y a une certaine complexité quand on veut aborder ces enjeux-là qu'il faut aller explorer. Et évidemment, on ne peut pas avoir de réponse simpliste à tout ça. On est obligé d'aller regarder les différents compartiments et cette circulation fine de l'eau et cette interaction forte entre les usages et les milieux. Donc, comment se projeter ? Nous, ce qu'on engage là au sein de ma structure, c'est un travail qui permet à la fois de se projeter. On travaille justement avec des chercheurs qui s'occupent de la modélisation climatique. Et pour se projeter, on va regarder ces modèles climatiques qui ne nous donnent pas une image de la réalité future, mais qui nous donnent en tout cas des tendances fortes et qui permettent d'analyser ce qui va se passer. Donc, comme les images qu'on a vues précédemment, je ne peux pas vous fournir une image de la ressource en eau en 2150, parce que justement, elle dépend de nombreux facteurs. Cette évolution climatique avec des incertitudes, mais des tendances qui sont lourdes. Et elle dépend aussi, pour se projeter, on a besoin aussi de modéliser finement et de comprendre le détail de ces interactions, justement, entre les usages, la ressource et les différents compartiments, les eaux de surface, les eaux souterraines. Et du coup, il faut aujourd'hui qu'on modélise ces interactions complexes entre la ressource en eau et les usages. Et notamment, on a un territoire qui est particulièrement impacté par les aménagements. Et du coup, le travail qu'on est en train de faire, c'est de modéliser le fonctionnement actuel de la ressource, y compris en modélisant le fonctionnement des aménagements, en modélisant les interactions, alors de manière simplifiée bien évidemment, entre les différents compartiments, pour pouvoir déjà se poser la question, dans les perspectives climatiques, comment le fonctionnement actuel réagirait. Mais ça ne suffit pas, parce qu'évidemment, pour savoir quelle sera l'eau disponible en 2050, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il faut se poser la question de comment les choses vont évoluer, comment les besoins socio-économiques et quelles mesures d'adaptation on prendra. Et ça, c'est une incertitude qui est large et qui forcément nécessite à la fois nécessite forcément du débat et de la discussion pour amener à des solutions qui ne sont pas de la lutte contre le changement climatique, je crois qu'on n'en est plus là, mais qui sont des solutions d'adaptation au changement climatique. Et donc, du coup, on travaille sur cette idée qu'on a besoin d'objectiver les choses, de comment ça fonctionne aujourd'hui, mais aussi de le mettre en débat pour aider à la décision du territoire.
Et c'est la démarche qui a été engagée déjà depuis quelques années. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure quand j'ai parlé de la structure dans laquelle je travaille, c'est que le syndicat de la Durance, historiquement, il travaille sur l'axe Durance. Et depuis 2010, il a une mission d'animation à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. Et suite à cette mission d'animation qui lui a été confiée, une instance informelle qui s'appelle le comité plénier a été mise en place pour réunir les acteurs qui travaillent sur ce territoire, qui réunit plus de 150 acteurs qui sont essentiellement beaucoup d'élus, parce que c'est les décisionnaires des politiques d'évolution du territoire, mais aussi les agriculteurs, mais aussi les représentants de l'industrie, mais aussi les représentants de la pêche, de la chasse, les associations de protection de l'environnement. Et tous ces acteurs-là ont été interrogés autour des enjeux. Il y a des commissions thématiques justement sur différents sujets qui ont été mises en place pour débattre des enjeux de l'eau sur ce territoire-là. Et ce qui a été discuté aussi, ce qui est né de ces échanges-là, c'est l'idée qu'il était intéressant d'avoir une instance qui, elle, cette fois, soit légitime, parce que ce comité plénier, c'est une instance informelle, mais de créer une instance formelle avec notamment une volonté forte des élus d'être remis au cœur des décisions. C'est-à-dire qu'on est sur un territoire où effectivement la gestion de l'aménagement par EDF, la Durance est un domaine public fluvial, donc aussi voilà, avec une gestion évidemment par l'État. Nous, en tant que syndicat de la Durance, on est gestionnaire d'une petite partie du domaine fluvial. On a les collectivités qui ont une nouvelle compétence qui s'appelle la GEMAPI. Voilà, on a beaucoup d'acteurs, mais du coup, les discussions sont souvent compartimentées. Et l'idée de cette commission locale de l'eau, c'est de pouvoir que les élus puissent permettre dans leurs décisions d'être au cœur de ces discussions-là, de pouvoir réfléchir aux enjeux de solidarité. Ça a été évoqué que cette solidarité, c'est une culture qui est ancienne sur le territoire, mais ça a été réaffirmé par les élus de travailler justement sur quelle solidarité entre l'amont et l'aval, entre des territoires qui sont sécurisés par les aménagements et d'autres qui sont dès aujourd'hui déficitaires en eau. Et puis l'idée aussi que ce travail collectif peut faire émerger des visions convergentes des politiques, avec l'idée que ce soit une instance où il y a des représentants, il y a des votes, donc que ce soit une instance démocratique, et puis avec aussi un travail de réflexion sur l'équilibre entre les usages et la biodiversité, ce qui a été évoqué largement. Donc du coup, cette instance, elle est créée dans le cadre d'une démarche qui s'appelle un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Et elle a donné lieu à une proposition, parce que pour créer cette instance, il faut qu'elle soit proposée auprès de l'État. Et donc du coup, je vous invite, pour en savoir plus, comme le temps est écoulé, à retrouver sur Internet. Vous pouvez trouver ce dossier de schéma de proposition de composition de la commission locale de l'eau. Donc c'est l'instance en question, cette instance officielle qui réunit à la fois des collectivités, l'État et des usagers pour travailler sur ces sujets-là, et puis qui va pouvoir justement aller jusqu'à la création de documents en commun, d'objectifs communs sur ce territoire. Merci beaucoup, c'était passionnant. Désolée de vous contraindre de nouveau. Alors, 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ah, une question. Pardon, tiens. Moi, j'ai entendu que l'ensemble d'aménagement peut servir à soutenir des étiages de certains affluents. Moi, j'habite pas loin du Calavon, Coulon. En été, je ne vois pas beaucoup de soutien de l'étiage. Alors, comment se passent ces décisions? Alors, non, j'ai pas dit que l'aménagement servait à du soutien. On l'a entendu hier ou ce matin, en fait. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que l'aménagement, alors je ne sais pas dans quel contexte ça a été discuté, mais l'aménagement, 95% du volume moyen annuel de la Durance est
est détourné par le canal EDF. Cependant, avant cet aménagement, il y a des moments où il n'y avait plus d'eau dans la Durance. Aujourd'hui, il y a toujours le débit réservé. Donc, c'est que 5 à 10% de son volume moyen annuel, débit moyen annuel, mais il y a toujours ces 5 à 10%. Donc, c'est peut-être dans ce sens qu'a été évoqué le soutien d'étiage. Il y a aussi des démarches aussi qui sont pour que l'eau qui, justement, circule par les canaux, etc., puisse, selon les besoins, faire du soutien d'étiage, notamment sur certains affluents, mais ce n'est pas le cas sur le Calavon. Voilà. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Véronique.